Au sommaire d'Info Hebdo, la vidange du plan d'eau de Reichshofen, le jumelage entre Niederbronn et le 57e régiment d'artillerie de Bitch, une manœuvre de pompiers dans l'ancienne mine à plâtre de Rohrbach-les-Bitch et la ronde des vignes et houblons. Si vous êtes passé par là, vous avez certainement dû le remarquer, le plan d'eau de Reichshofen est vide. Il n'y a non seulement plus d'eau, mais aussi plus aucun poisson. Ils ont absolument tous été sortis pour permettre la vidange du plan d'eau. Des pisciculteurs professionnels ont fait le déplacement. Dans le cadre de la vidange du plan d'eau qui doit se faire donc, pour vérifier la sécurité de l'ouvrage, il faut donc sortir le poisson. Donc, c'est ce qu'on appelle une pêche de sauvegarde qui se passe sur 2 jours. Donc, le plan d'eau a été abaissé. Ici, on a installé un piège pour retenir, donc une grille pour retenir le poisson, et les gens de la fédération et un pisciculteur professionnel, avec l'aide des personnes de la PPMA locale, sont donc en train de récupérer le poisson. Mais quelle est la technique adoptée pour sortir ces poissons et aussi les transporter? Les pisciculteurs professionnels tirent un filet, et quand le filet est ramené sur un point central, on sort les poissons avec des filoches qu'on met dans des bacs qui sont oxygénés pour le transport, pour que le poisson ne survive et n'ait aucun risque de mortalité. On a été surpris par la taille et la quantité des carpes. Bon, on a des beaux brochets, ça on n'ignorait pas, puisque c'est le plan d'eau, il y a des belles prises. Ce qui nous a surpris un petit peu, c'est la présence de cendres, puisque aucun pêcheur n'en a pêché un, donc on ignorait qu'ils étaient dedans. Et également, hier, on a sorti un silure qui ne devrait pas être dedans, mais bon, ça arrive que des nouvelles espèces apparaissent. 6 tonnes de poissons ont été pêchés sur 2 jours. Vous voulez chez les babines? Eh ben non, puisque tous les poissons vont être relâchés. Ce poisson va être réparti sur les eaux libres, puisque le poisson n'appartient à personne et à tout le monde. Et donc il sera déversé dans la Moder ou dans le canal de la Marne-au-Rhin. La pêche des poissons n'était qu'une première étape. De nombreux travaux restent à venir avant la remise en eau. Le mardi 5 septembre, grand débarquement place du bureau central. La raison, la signature officielle du jumelage entre la ville et le 57e régiment d'artillerie basé à Bitch. Permettez-moi maintenant rapidement de vous présenter mon unité. Forte de 4 officiers, 32 sous-officiers et 96 militaires du rang, la première batterie du 57e régiment d'artillerie est l'une des 9 unités élémentaires du régiment de Bitch. Articulée en 3 sections de tir plus une section commandement, elle est l'unité la plus ancienne en termes de professionnalisation du régiment. Après les discours, les enfants du groupe scolaire ont chanté la Marseillaise. Ce jumelage se traduira par des relations régulières entre Niederbronn et la première batterie. On aura par exemple une participation du régiment aux cérémonies commémoratives ou encore des journées pédagogiques en direction des scolaires. Rappelons tout de même que 40 soldats de la première batterie sont partis pour le Sud-Liban afin de renforcer le contingent français de la FINUL sous l'égide de l'ONU. Défendre ton pays, entends le bruit qui déchire la nuit pour recommence la mission de la première batterie. Rohrbach-les-Bitch, au fond d'un champ, derrière une butte, se cache l'entrée de l'ancienne carrière de gypse. Le dernier état des lieux datant d'il y a 4 ans, les pompiers du GRIMP, groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux, sont redescendus dans la carrière de plâtre. Oui, donc on a fait une manœuvre entre collègues de GRIMP, donc des équipiers qui font partie du GRIMP sur le secteur de Saint-Avold. Et on a décidé, sur demande du maire aussi, de faire une nouvelle visite dans les anciennes mines de plâtre sur Rohrbach-les-Bitch. On y était descendu le 21 septembre 2002 et là on y est redescendu cette fois-ci pour aller voir s'il y avait du changement en dessous.
et dans quel état elle se trouvait et par rapport au niveau d'eau qu'on avait constaté il y a 4 ans. Ça. L'opération s'est déroulée en 2 temps. Il a d'abord fallu dégager l'entrée de la mine. Enfin, entrée, c'est un bien grand mot. Il s'agit en fait des restes d'un monte-charge servant à sortir les blocs de gypse. Aujourd'hui, elle ne permet plus que le passage d'un seul homme. Après installation du matériel, une équipe est descendue faire un premier état des lieux et mettre en place l'éclairage. Le constat est clair, l'état de la carrière de gypse s'est dégradé sans pour autant présenter un danger pour la population environnante. On s'est aperçu que le niveau d'eau avait baissé, c'est très certainement dû au manque d'eau en général au niveau du village et en France avec les sécheresses. Il y a des zones qui étaient inondées avant, qui ne le sont plus maintenant, mais qui sont extrêmement boueuses. Et là, il y a des zones où il y a eu des effondrements, des éboulis et des glissements de terrain. Donc on a vu que ça s'est dégradé par rapport à il y a 4 ans. Cette manœuvre a permis de faire le point sur l'état de la mine, mais aussi à faire une reconnaissance des lieux en cas d'intervention. En cas d'accident, la durée des interventions en milieu périlleux est plus longue. La connaissance du terrain représente donc un gain de temps. L'exploration de la carrière a également révélé certains points faibles. Une 3e descente est prévue. On envisage une 3e et une dernière descente d'ici peu de temps pour aller faire une reconnaissance un peu plus loin que là où on a été, parce qu'il faudra marcher, il faudra rentrer dans l'eau même pour aller voir un peu plus loin. Et il y a un éboulis qui a retenu mon attention, c'est celle qui nous a empêché de passer sous les rails pour aller voir un peu plus loin. Donc là, on va essayer de contourner en passant dans l'eau et regarder là-bas ce qui se passe. Depuis de nombreuses années, la ville de Niederbronn est réputée pour son Grand Prix d'élégance automobile. Le samedi 2 septembre, la VAN, l'amicale des véhicules anciens de Niederbronn et environ, était chargée d'organiser l'arrivée finale de la ronde des vignes houblons. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous saluer ici. Et puis nous sommes ici à Niederbronn-les-Bains, très fiers de pouvoir accueillir l'arrivée de ce rallye vignes houblons. Et il est évident que ça se passe dans la convivialité, que les amateurs de belles mécaniques sont ravis. Et puis c'est toujours des manifestations très très sympathiques pour nous. Merci beaucoup à tous les participants. La berlinette rouge de l'équipage belge malheureusement est sur un plateau. Elle a abandonné à Sierstal. Je ne peux pas vous dire pour quelle raison, mais par contre aucune sortie de route, aucun accident pour le moment, que des pannes de boîte de vitesse ou d'embrayage. On a pu voir plus de 60 véhicules représentant 25 marques différentes. Cette étape répartie sur 2 jours les ont emmenés d'abord à Soultz-sous-Forêt, puis Atten et Surbourg pour une épreuve de nuit. Le lendemain, direction Wimmenau et enfin terminus à Niederbronn. Encore un équipage suisse, alors ça ce sont les parents de Caroline tout à l'heure. Monsieur restaure des voitures au bord du lac de Genève. Et alors là, surprise totale. Il y a 1h20, elle était prête à aller sur un plateau et la voilà qui roule. Donc nos mécaniciens ont fait du bon boulot. Cette épreuve originale permet non seulement aux participants d'allier tourisme et sport, mais aussi au public de découvrir les richesses et les merveilles du parc automobile ancien. Alors voyez-vous, pas cette année, hein. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mac 3V. Souvenez-vous, lors de l'émission précédente, je vous avais promis des voitures qui font des tonneaux et tout. C'est d'ailleurs dans un instant, mais tout de suite direction Strasbourg pour la foire européenne.
L'édition 2006 de la Foire européenne accueille cette année la Russie comme pays d'honneur. En 2005, c'est plus de 210 000 visiteurs qui ont parcouru les couloirs du Wacken pour découvrir près de 1100 exposants. On retrouve le concours Lépine, le Jardin des délices et ses nouvelles saveurs, les artisans d'Alsace, la 4e édition de la rentrée des sports, la Chambre d'agriculture et bien sûr les entreprises régionales. Pour les commerçants, la foire a évolué en fonction des consommateurs, bien sûr, qui sont de mieux en mieux informés. Alors est-il encore aussi intéressant de venir s'y balader ou d'y exposer ? Nous nous sommes promenés dans le hall 20 pour y chercher quelques réponses. Alors au niveau de la foire, il est clair qu'on s'est beaucoup plus spécialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les messages qui sont donnés sur les stands, et je pense que ce n'est pas uniquement vrai dans le chauffage, sont plus techniques puisque les clients sont mieux informés. Il y a beaucoup plus de transparence dans le commerce aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'Internet et autres, les clients s'éduquent et viennent déjà avec des notions. Des fois, elles ne sont pas tout à fait justes, ça nous permet de redresser les fausses idées, mais on se rend compte que les clients sont de plus en plus avertis parce qu'ils se renseignent beaucoup. Il y a d'autres salons, il y a des portes ouvertes chez nos installateurs, il y a, comme je le disais tout à l'heure, Internet qui est quand même très très costaud pour donner l'information. Il y a les médias comme vous, que ce soit la télé, que ce soit dans les journaux, qui parlent beaucoup en tout cas de notre métier, ce qui fait que ça nous oblige à, non pas une excellence parce que le terme serait peut-être trop prétentieux, mais en tout cas d'être performant sur les stands, parce que si on commence à raconter des choses qui ne sont pas vraies, on sera vite remis en place et on sera décrédibilisé. Et on loupera, non pas les ventes puisqu'on n'en fait pas, mais en tout cas on loupera notre préconisation. Ça fait quelques mois que j'attends justement que la foire européenne ouvre pour venir rencontrer les constructeurs, des chauffagistes et puis avoir quelques conseils. C'est un moyen de s'informer, maintenant que ce soit un meilleur moyen qu'un autre, je ne saurais le dire. Hein. Il y a énormément de moyens de s'informer. Hein. Il y a aussi... il y a Internet, il y a tellement d'autres moyens. Mais la foire est un bon moyen parce qu'on a une vue directe du matériel. Et puis alors, je pense que c'est important. Hein. On en discutait entre exposants. Il est vrai que ces derniers temps, la fréquentation a diminué d'année en année. Enfin, c'est un peu notre sentiment. Pour en fait laisser place à une clientèle plus intéressée, avec des projets plus concrets, on va dire. Hein. On ne va pas forcément à la foire européenne pour se promener, mais on y va vraiment parce qu'on a un projet de rénovation, de construction. On a des choses, des envies vraiment concrètes et on sait qu'à la foire, il y a tous les artisans qui sont réunis. Donc c'est plus facile pour les gens de venir ici et de trouver tout le monde plutôt que parce que les gens ont de moins en moins de temps aussi. Donc ça leur permet de faire tous les artisans en une journée en fait. Cette année, la mode est aux énergies renouvelables. 2 entreprises locales nous présentent leurs produits. Donc ça va de chaudières bois classiques telles qu'on les connaissait historiquement, hein, où on charge des bûches et derrière les flammes traversent la bûche et on brûle. Mais après ça part sur des produits beaucoup plus évolués avec des flammes inversées, des turbo-bois comme on pourrait dire, jusqu'à des solutions de granulés qui sont en fait des granulés qui sont fabriqués à partir de copeaux de bois, de récupération et qui sont agglomérés. On peut aller les voir si vous voulez. On voit effectivement ces espèces de petits curlis, ce sont des granulés de bois. Ils sont approvisionnés par une vis sans fin jusqu'à une chaudière qui comporte un brûleur spécifique qui permet ensuite donc d'alimenter cette chaudière. L'avantage, c'est que ce n'est plus du bois classique, c'est qu'on peut le réguler très facilement, ça fonctionne comme une chaudière fuel. Il y a une régulation, il y a un brûleur, il y a un moteur, donc on peut l'accélérer ou le ralentir comme on veut, selon les besoins de l'habitation. Donc là, nous avons les poêles scandinaves avec une nouveauté cette année, c'est le poêle avec 3 vitres. Ensuite, nous avons des poêles en faïence. Alors le poêle en faïence, c'est vraiment du sur-mesure. Il y a vraiment de tous les styles, contemporains, rustiques, classiques. C'est au choix de la clientèle. Hein. Donc après, on a un nouveau produit très contemporain qu'on essaie de développer. C'est ces lignes-là, très, très pures, très épurées. Donc ça, c'est un tout nouveau produit. Et ensuite, donc, on a les choses modulables, les cheminées vraiment pareil, où on fait l'habillage en fonction des souhaits du client, en fonction de la configuration. Hein. J'avais déjà pensé au bois, mais il y a le problème du stockage. Hein. Alors ça, c'est un problème essentiel, même lorsqu'il s'agit du granulé de bois. Donc
évidemment, on n'a pas toujours la place pour stocker la matière. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le stand par rapport à il y a 3-4 ans, s'est complètement modifié. Nous avions historiquement bien sûr des produits gaz traditionnels, des produits fuel traditionnels. Aujourd'hui, on retrouve quelques gaz, mais plutôt condensation. On retrouve des fuels, mais en condensation. Mais surtout, on rajoute des produits comme la pompe à chaleur, comme les chaudières bois, les chaudières à granulés. Donc on voit aussi tout ce qui est capteur solaire, et ça que nous n'avions pas il y a encore 3 ans. Donc c'est une révolution dans notre métier. Chaudière au bois, au fioul, énergie solaire, pompe à chaleur, autant de moyens qui sont désormais subventionnés par l'État et les crédits d'impôt. Explication. À titre d'information, donc le crédit d'impôt de 25%, ce qu'il faut savoir, c'est que tout client aujourd'hui en France peut le toucher. D'abord parce que ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est-à-dire qu'un client qui ne paye pas d'impôt va toucher un chèque. Il devra déclarer bien sûr dans sa déclaration des revenus 2006, qu'il fera en 2007 au mois de février. Il devra déclarer que pendant l'année 2006, il a fait des travaux. Dans la ligne WG-WF, il y a des emplacements pour mettre la somme de ces investissements. Il fournit la facture, il n'y a que le produit qui est concerné, pas la main-d'œuvre. Et sur ce produit-là, il reçoit 25% de crédit d'impôt, donc qui est directement à défalquer de sa position de revenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pourcentage de minoration, c'est les 25% qui sont déduits totalement des impôts. S'il ne paye pas d'impôt, il reçoit un chèque. S'il ne payait pas beaucoup d'impôts, il reçoit un chèque de la différence. Si bien sûr il paye des impôts, on lui déduit total 25% du TTC du produit. Donc c'est vraiment très très appréciable parce que tout le monde y a droit. Dans l'immédiat, je serais assez partisan pour une chaudière au gaz, donc au gaz naturel, puisque j'ai l'installation du gaz naturel chez moi. Alors, je suis en train de regarder ce qui se fait actuellement, ce qui se fait de mieux et au point de vue économie d'énergie, ainsi de suite. Les absents ont toujours tort, ça c'est le premier point. Il est vrai qu'il est difficile pour nous de mesurer l'impact qu'on peut avoir auprès des clients, même si on prend quelques adresses qu'on donne à nos clients installateurs. La mesure n'est pas facile, mais on sait que si on était absent, on ne pourrait pas préconiser nos produits, les promouvoir. L'autre aspect, ça nous permet aussi d'entendre, ça c'est plus une question marketing, l'attente du client final. Nous, l'attente du client final, normalement, nous la connaissons qu'à travers les installateurs. C'est les installateurs que nous fréquentons tout au long de l'année. Ils nous donnent leurs avis, on les écoute, mais il y a toujours un peu de filtre, il y a toujours un petit peu de rapport, un petit peu, je dirais, perturbant par rapport au fait qu'on fait du commerce avec ces gens-là. Donc est-ce qu'ils nous disent toujours la vérité? On peut les croire, on a confiance, mais il nous faut aussi un avis direct. À la foire, dans des stands comme celui-ci, on touche directement le particulier. Donc obligatoirement, là, on entend vraiment leurs besoins, ce qu'ils peuvent nous reprocher, ce qu'ils peuvent effectivement espérer. Ça ne s'arrête pas qu'au produit, ça peut aller dans les aides au diagnostic, dans les aides à la prévente aussi. Ça fait partie aussi des attentes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fabricants ont des produits dignes de ce nom. On ne peut pas dire que de Dietrich c'est le meilleur produit du monde, c'est équivalent à d'autres marques, mais après les services comptent. Et si on peut prétendre d'avoir de bons services après-vente ou un bon service pour les pièces détachées avec un délai très court et ainsi de suite, les clients vont plus privilégier après une marque effectivement qui donne l'ensemble de l'offre globale, comme on dit. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, tout de suite, le stock car. Originaire de Reichshofen, Michael Joel a une passion, le stock car. Il est d'ailleurs président de l'association de stock car de la Modère. Ce dimanche 3 septembre, une grande manifestation était organisée à l'aérodrome d'Agno. Et si vous ne savez pas ce qu'est le stock car, voilà une démonstration. Le stock car, c'est donc des poussettes de voitures, c'est-à-dire que tout au long de l'année, il faut faire attention à sa voiture et tout, et là c'est tout à fait l'inverse, Donc on se tire dessus, on se tape dessus, on fait des tonneaux, et tout ça c'est pointé à la fin de la journée, Et puis le meilleur, celui qui a le plus de points aura gagné, La direction du pointage est assurée par Serge. Il nous explique comment sont notés les pilotes. Chaque pilote a une feuille de pointage comme celle-ci, où donc vous avez les différents types d'actions. Vous avez les tours de piste, les dépannages, les mises en travers, les tonneaux. Donc tout cela est additionné dans un premier temps, attribué d'un coefficient de points, et l'addition du tout
vous donne donc chaque fois les classements. Donc ça, c'était leur troisième manche. Donc vous voyez le pilote là, la première manche, il avait 12 points. La deuxième manche, il avait 19, donc 12 plus 19, 31 points. Et là maintenant, il a marqué 17 points, donc 31 plus 17, ça lui fera donc 48 points. Voilà le principe de fonctionnement. Vous l'avez compris, chacun des pointeurs note donc une voiture précise sur le circuit. Absolument tous les pointeurs sont des volontaires. On doit pointer les voitures pour qu'ils arrivent à avoir un certain nombre de points. Qu'est-ce qui rapporte des points alors ? Le nombre de tours qu'ils font, les tonneaux qu'ils font aussi, et s'ils dépannent ou s'ils font des protections. Le but est donc de faire le plus d'acrobatie possible. Mais bien sûr, il y a tout de même des règles de sécurité à respecter. Déjà, on a pour le contrôle technique, donc il y a un directeur de course qui nous est nommé par la fédération, qui va venir, qui va avec un ou deux commissaires, ils vont faire les contrôles techniques, voir si les véhicules sont bien conformes à rouler ce jour-là. Et puis le jour de la course, il y aura tout autour de la piste, il y aura des commissaires avec des drapeaux, et en fonction des couleurs de drapeau, le pilote doit respecter la course, ce qu'il doit faire. Au niveau du stock car, nous sommes beaucoup plus limités au niveau du nombre de drapeaux. Nous n'en avons que 5, contrairement aux autres sports mécaniques. Nous avons le drapeau tricolore, comme partout, qui donne le départ. Et le drapeau jaune, qui est utilisé comme dans toutes les courses automobiles, qui prévient d'un danger. Ce drapeau nous permet de signaler donc aux pilotes qu'il y a un danger sur la piste, et nous intervenons. Même s'il y a une voiture sur le toit ou quelque chose, nous intervenons, nous faisons ralentir les pilotes et nous faisons sortir le pilote du véhicule. Si cela est vraiment trop dangereux, nous utilisons le drapeau rouge, où là c'est un arrêt de la course, un arrêt temporaire. Et ensuite nous redonnons le départ. Et le dernier drapeau que nous utilisons, c'est le drapeau noir, qui sanctionne un pilote soit pour un acte dangereux ou un non-respect de la réglementation, ou si son véhicule est devenu dangereux. Sur place, il y a aussi toute une équipe médicale en cas de problème. Mais en matière de soins, les plus nombreux sont les mécaniciens. Entre chaque course, c'est les urgences. Changement de roue, remplacement de pièces, coup de clé et même de marteau. Il faut remettre le véhicule en état pour aller le recasser. Mais pour tous ces hommes, qu'est-ce que le stock car ? Le plaisir, la vitesse, faire des tonneaux, vraiment s'amuser parce que c'est une journée où on s'amuse. Donc on casse également, donc on répare. C'est le vraiment plaisir d'équipe, d'être toute une équipe ensemble. Et voilà quoi. Et des montées d'adrénaline pure. C'est-à-dire, c'est inexplicable. Ça monte d'en bas jusqu'en haut, ça prend le cerveau et ça décontracte. Une fois sorti de la manche, on est vidé. Les sensations sont très fortes, surtout il y a beaucoup de pilotes débutants. La première fois, moi je me rappelle la première fois, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans. C'est vraiment, là les sensations, c'est vraiment battement de cœur, plus ou moins même très peur la première course. Puis après, c'est un petit plaisir qui vient. Moi, personnellement, je suis mécano aussi. Donc toute la semaine, il faut que je fasse attention aux voitures de clients. Là, j'en profite. Donc là, je peux tout casser, quoi. Donc c'est un petit peu l'amour des sports mécaniques, quoi. Donc tout part de là. Et puis après, il y a plein de gens. Il y a des gens qui sont boulangers, il y a des gens qui sont, il y a toutes sortes de gens, quoi. C'est ouvert à tout le monde, quoi. Durant cette journée, le public a pu aussi remarquer le côté familial du club de la Modère. On a assisté à une demande en mariage. Et aussi à une commémoration en l'honneur d'un commissaire décédé il y a peu de temps. La prochaine course est prévue le 24 septembre au Luxembourg, de quoi leur laisser le temps de réparer leur voiture. Voilà, c'est fini pour ce Mac 3V. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Au revoir. Toutes les modes sont à la